Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Durant une heure, nous allons revivre la 6e édition du raid Paris-Cap Nord sur Eurosport. Un raid parti le 1er août dernier de la capitale parisienne à destination du Cap Nord via l'Allemagne et les pays scandinaves à l'aller et puis les pays scandinaves avec la traversée du Benelux pour le retour. Au départ à Paris, ils étaient 85 équipages européens à s'élancer sur l'esplanade du château de Vincennes. Il y avait notamment des Finlandaises, il y avait des Belges, un équipage anglais et puis outre les Européens, il y avait également un Brésilien et une concurrente américaine. L'objectif, il s'agissait de parcourir 12 000 km de route et de piste, ce sans esprit de compétition et dans la peau d'un journaliste reporter. La notion d'attardé n'existe pas dans ce raid puisque le classement n'est pas basé sur la vitesse. Le classement général est effectué uniquement après le jugement des photos et 3 critères rentrent en ligne de compte. Des points de contrôle lors des passages obligatoires lors du raid, le reportage photo avec 6 photos dont 2 portraits de paysages et 2 photos concernant la vie du raid et puis un reportage écrit journalistique. Les voitures, elles sont de tout calibre, de tout poil. On peut trouver une traction, un Land Cruiser dernier cri, un 4x4, des 2 chevaux, des 4L. Même des R5 GT Turbo, cohabitation de tous les véhicules pour ce raid. On a même vu à un moment, et on le verra tout à l'heure, plus avant dans ce reportage, une Fiat 500, la plus petite voiture au monde. On va retrouver l'organisateur de ce raid, Philippe Boucher. Le raid Paris-Cap Nord, c'est une aventure qui n'est pas un rallye. C'est un raid qui est basé sur la photo, sur la vidéo, qui traverse tous les pays scandinaves et qui a des retombées bien entendu en France, mais aussi en Scandinavie et en Italie, en Espagne, en Angleterre, donc tous les pays européens. La aventure repart l'année prochaine, donc si vous le voulez, vous pouvez participer. On se donne rendez-vous à Paris et auparavant, profitez bien de ces images. Philippe Boucher, qui est le président de Paris-Cap Nord, qui est également producteur, présentateur et journaliste, notamment FR3 Ronald Poverne, qui est venu avec nous aujourd'hui pour commenter ce raid. Philippe, bonjour. Bonjour. On va retrouver dans quelques instants en interview d'autres Français, une famille française de 6 personnes avec 4 enfants. Régis Nicolet et sa famille. Il y a un truc qui est bien, c'est pour nous, c'est de découvrir finalement à plusieurs, en ayant un espace de découverte énorme, le fait d'être avec le Paris-Cap Nord, des gens différents, de tous bords, de toute vitesse, de toute envie, de tout âge. Et puis finalement, chacun trouve sa place, son itinéraire, son envie, et on se regroupe avec plaisir, on se quitte avec plaisir pour se regrouper après. Et oui, c'est ça qui est super, c'est que dans tous les participants du Paris-Cap Nord, on a des gens de tous les âges, on a une famille comme celle-ci. Une famille qui est composée donc de 4 enfants et c'est l'esprit du Paris-Cap Nord. C'est vraiment des gens de tout type, de tout bord, avec n'importe quelle voiture. Ça va bien, un petit peu fatigué quand même. La nuit est courte, très courte. Quelques petits problèmes, mais ça va bien. Première galère, je dis que je refaisais le raid pour avoir des galères, je suis servie dès le 2e jour, la 2 chevaux qui tombe en panne. Donc c'est sympa, on a déjà fait connaissance avec plein de monde pour me tracter, pour me réparer. On n'y est pas arrivé, donc j'espère qu'Eric va pouvoir, avec ses doigts d'or, faire quelque chose pour qu'on puisse passer en Suède et attaquer les premières pistes bientôt avec Hurtubise. Lorraine, son Hurtubise. Lorraine, c'est une fille qui a déjà fait le raid Paris-Cap Nord il y a 2 ans, en 91. Et donc on la voit d'ailleurs là sur ces images. Alors c'est une fille qui effectivement aime bien les galères, qui veut toujours partir en 2 chevaux et qui d'ailleurs pour l'année prochaine, parce qu'elle a déjà prévu de revenir, a l'intention de prendre une 2 chevaux encore plus ancienne, qui je crois a près de 30 ans ou 35 ans, peut-être même plus encore. Donc ça fait partie de ses projets et c'est ça le Paris-Cap Nord. Donc des gens qui ont vraiment la passion, qui veulent vivre une aventure et qui veulent essayer de partir avec n'importe quel type de véhicule de manière à se débrouiller. Et puis ensuite, il y a d'autres choses à voir, effectivement, il y a d'autres petites difficultés, notamment le roadbook, essayer de s'y retrouver. Là, on voit quelques équipages qui essaient de s'en sortir, c'est pas évident. Tour par le bord et récupérer la Marjaniami. Donc Marjaniami, Marjakila. Après, on tire sur Kirignami, puis on arrive à Enola. Et ben voilà. Mais il faut retrouver cette route-là, quoi. La plupart des concurrents sont francophones.
La plupart. C'est vrai que la plupart sont français, mais on a de plus en plus, et on fait déjà de plus de travail, on essaye d'avoir le maximum de participants étrangers. Donc cette année, on a eu effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un équipage finlandais, anglais, on a eu aussi une américaine plutôt qui est venue, un brésilien, mais ça fait partie de nos intentions. Dans l'avenir, le Paris-Cap-Nord sera ouvert effectivement à d'autres Européens, donc on commence déjà effectivement à contacter les différents médias parce que c'est le seul moyen de se faire connaître, et c'est dans l'esprit du raid, c'est non seulement d'avoir tout type de personnes, mais surtout tout type de nationalité. Et on est un peu surpris peut-être de ne pas voir plus de Scandinaves également. Les Scandinaves, dans un sens peut-être, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est logique de voir des Scandinaves qui seraient peut-être moins attirés par leur pays. Ils ont peut-être plus envie d'aller vers le sud. Mais en tout cas, suite à la présence de cet équipage de Finlandaises, donc 3 charmantes dames qui ont d'ailleurs plu à tous les équipages, on a vraiment senti un accueil extraordinaire en Finlande. C'est le pays qui nous connaît le plus d'ailleurs. Et je sais qu'une des radios qui nous suivait a reçu beaucoup de contacts, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de lettres. Ce qui veut dire que peut-être qu'en 94, pour la 7e édition, on aura d'autres équipages, en tout cas finlandais et suédois, norvégiens un petit peu moins, mais on va essayer. Nous faisons partie du club de 400 Rhône-Alpes qui comporte 70 voitures environ, soit une cinquantaine d'adhérents. Et en participant au Raid Paris-Cap-Nord avec une Fiat 500, on a voulu prouver que cette voiture était capable de faire autre chose que de la ville et que 12 500 km de piste en un mois ne l'effraierait pas et qu'elle reviendrait en bon état, du moins entière. Elle avait du succès, hein, cette Fiat 500. Fiat 500 qui était un petit peu un des symboles, une mascotte du Paris-Cap-Nord. On l'appelait le pot de yaourt d'ailleurs, c'était le pot de yaourt ambulant du Paris-Cap-Nord. Les concurrents étaient vraiment bien accueillis partout. Ah oui, ça c'est tout à fait la Scandinavie, hein. C'est vrai que les gens de Finlande, de Suède, de Norvège sont toujours d'un accueil extraordinaire. Lorsque quelqu'un a des problèmes, que ce soit des problèmes mécaniques ou de chercher sa route, comme ils le font actuellement, donc le premier réflexe c'est de poser des questions, hein. Il faut essayer de se renseigner pour trouver un chemin, et l'accueil de ces gens-là c'est vraiment extraordinaire. J'ai souvenir vraiment super, les gens sont prêts à passer du temps à nous aider. Pour ceux qui ont des accidents, j'ai vu des Finlandais qui ont arrêté de travailler, ils ont carrément arrêté de travailler pour aller les aider. Il y a un super bateau rouge avec un super reflet dans le lac là. Alors on vient de traverser tout le champ de blé, on en avait jusque là, et on essaye d'atteindre le bord de l'eau, mais c'est particulièrement crucial comme tu vois. On va aller se perdre dans les orties là. Là, ça tourne presque à l'exploration par moment. Les gens essaient effectivement de marcher le mieux possible, d'aller plus loin. Ils essaient de trouver des sujets de photos intéressants. Et là, un équipage intéressant également. L'attraction. Yann nous a décidé à aller sur le raid il y a un an, pendant la 5e édition. Nous avons entendu une émission sur Europe, sur laquelle Philippe Boucher, l'organisateur, parlait un petit peu de ce raid et regrettait qu'il n'y ait jamais eu de traction. À partir de là, on espérait aller en Scandinavie cette année et on a pris le pari d'y aller avec cette voiture. À ce propos, on a quand même eu un certain nombre de problèmes. Ça a tout d'abord commencé par des problèmes d'essuie-glace, puis des problèmes de fuite d'eau, à savoir qu'il fallait mettre une bassine parce que sinon on remplissait la voiture d'eau. Ça a continué par un cardan cassé. Le principal est d'arriver, d'ailleurs on trouve des 4x4 sur le raid, des gros 4x4 qui eux effectivement vont vite, mais on trouve également des 2 chevaux, des 4L, et du coup on force là et on est tout à fait à la hauteur. Alors Philippe Boucher, vous aviez déploré qu'il n'y avait pas de traction, maintenant c'est fait, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme type de véhicule un petit peu plus il y aura de voitures amusantes, plus il y aura des voitures anciennes. Là, il y a d'ailleurs une Éole, c'est un prototype cette voiture qu'on vient de voir, une voiture qui a été créée il n'y a pas très longtemps pour un constructeur français. Mais plus il y aura de voitures anciennes, plus il y aura des véhicules différents et plus je serai heureux. J'ai eu peur en 92 qu'il y ait un petit peu trop de 4x4 parce que ça montait de plus en plus, et les 4x4 sont nécessaires parce que c'est déjà quelque chose d'important pour les autres. Les 4x4 sont là pour aider les petites voitures, mais j'espère avoir d'autres véhicules.
va assez vite d'ailleurs, on est bientôt là. C'est grand la Finlande. À la Finlande, ça fait rêver. C'est un paysage différent, il n'y a pas trop de montagnes, c'est assez plat, mais beaucoup de lacs. Il y a 60 000 lacs en Finlande et tout le temps des paysages de ce genre, mais on s'en lasse pas. Parce que le but du jeu, c'est aussi le plaisir des yeux, de se faire plaisir. C'est surtout ça. Donc l'idée, effectivement, c'est que les gens doivent prendre l'appareil photo et doivent chercher à s'intéresser, être un petit peu des apprentis reporters et donc s'intéresser à ce qu'ils ont autour d'eux et le reportage qu'ils doivent faire donc au retour, parce que le but du jeu, c'est de faire des photos, de faire un reportage. Donc ce reportage ne doit pas être sur le raid Paris Cap Nord en lui-même. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On a des journalistes, des photographes qui sont là pour le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des reportages sur la Finlande, sur la Suède, sur la Norvège, sur le Danemark. Donc des reportages sur des gens qu'ils auront rencontrés, sur des choses qu'ils auront découvertes. Et parfois les participants, et d'ailleurs de plus en plus, préparent le reportage. C'est-à-dire qu'avant de partir, au mois de juin, au mois de juillet, ils essaient de trouver des sujets intéressants, ils font des recherches. Et ça s'explique parce que effectivement les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur le Paris Cap Nord, certains sont d'étudiants en photo, d'étudiants en journalisme, donc ça fait partie de leur projet d'être journaliste plus tard. Donc ils essaient de faire ça le mieux possible avec plus d'applications, d'essayer de faire un reportage qui soit un véritable reportage, aussi bien en photo qu'en vidéo d'ailleurs, parce qu'il y a la partie photo mais également la partie vidéo qui n'est pas inclus dans le classement général mais qui reste également important, sachant qu'il faut quand même faire des images, un petit sujet, le monter, qui fasse à peu près 4 minutes. C'est pas toujours évident de faire un reportage de 4 minutes, surtout que là il faut qu'ils se dépêchent de le faire, certains ont peut-être déjà commencé à travailler, donc c'est quand même beaucoup de travail. On vous voit là Philippe, qu'est-ce que vous leur avez demandé de se presser pour le contrôle technique? Eh oui, pour les contrôles, pour les points de passage? Ah, voilà, exactement, parce que même si c'est pas un rallye vitesse, on a des points de contrôle, des rendez-vous qui sont avec un laps de temps qui est assez large, qui fait environ 2 heures, donc ils ont le temps d'y arriver sans aller trop vite. C'est pas la peine de foncer comme des fous, ça permet d'avoir une certaine régularité. La première chose pour moi qui est importante cette année, c'est l'ambiance, plutôt au niveau des participants, de l'organisation. C'est quand même important pour nous. Et donc là, rien que pour ce côté-là, je suis vraiment hyper content. Les participants étaient plus nombreux. En plus de ça, donc on pouvait craindre plus d'accidents. Ça va pas être, il y a eu quelques sorties de route également, mais pas trop méchantes, pas trop graves. Donc c'est ce point-là également, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solidarité également, c'est la règle du jeu. Ah, ça c'est génial. Il y a vraiment une ambiance extraordinaire sur ce raid, les gens s'entraident, le soir tout le monde se retrouve, bon il fait la fête, hein, même s'ils sont fatigués. La fête d'ailleurs se termine parfois un petit peu tôt parce que les gens sont vraiment fatigués, les yeux qui se ferment tout seuls. Mais voilà, et là voilà donc l'exemple d'un Finlandais qui a aidé un participant. Et d'ailleurs ce participant... J'ai un camion et j'ai cru que le fossé n'était pas creusé autant, quoi. Il est couvert d'herbe coupée là. Et en le croisant, on est descendu dans le fossé, mais à 10 à l'heure, on s'est arrêté, le 4x4 n'a pas versé, donc ça s'est bien passé. Et comme le chauffeur était brave, il nous a remorqué pour sortir. Quelqu'un qui veut pas. On va laisser passer les gens. Non mais ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on tombe dans le fossé, j'ai même pas eu peur. Je regarde le truc, et tiens, on page. Il y a une petite erreur au niveau des noms, hein. C'était Jean-Loup le premier. Ça se recharge plus et ça s'est mis à siffler, puis maintenant on charge plus. Eh bien c'est assez simple, il y a eu un bruit dans le régulateur, donc apparemment il n'y a plus de charge de batterie. Et j'essaye de voir si c'est un problème de masque ou un problème réel de régulateur. Merci. En fait, si tu avais les pinces disponibles, je ferais ma masse avec les pinces. Avec des câbles Ouais. Il faut être un petit peu mécanicien quand même aussi. Certains sont Ouais, ils sont dans le corps. des bricoleurs. Moi personnellement je suis pas du tout mécanicien, mais il y a aussi un bon mécano là. Deuxième édition du raid Paris Cap Nord. On est en compagnie de Philippe Boucher, son président organisateur, pour nous commenter cette épreuve qui a eu lieu donc le mois dernier. Et vous faisiez chaque semaine, vous sortiez votre magazine. Et oui, ça c'est important. C'est vrai que c'est depuis 93, hein, c'est la première fois que nous faisons ça. Nous avons, grâce à Rapidocolor, moyen de faire un véritable journal hebdomadaire. Ça c'est une grande première. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié personnellement, car ça nous a permis de visualiser les photos des participants durant le raid et surtout donc de les mettre en page, de les montrer, de les envoyer aux journalistes, de les envoyer aux familles des participants. Donc c'était vraiment le témoin du raid qui était fait grâce à une jeune demoiselle, Laurence, qui a
passait vraiment des nuits à faire de la rédaction, de la mise en page sur ordinateur. Une autre, Sophie, faisait les traductions. Donc pendant que tout le monde faisait des photos ou s'amusait, faisait un petit peu la fête, elles, toutes les deux, donc étaient obligées de passer leur soirée, parfois leur nuit, à travailler sur la réalisation de ce journal qui était le témoin ambulant et à Paris qu'on a réussi. C'est une grande première d'ailleurs parce que je crois qu'il n'y a jamais eu d'événement qui avait un journal hebdomadaire. Un petit coup d'œil sur le parc auto. Eh bien, donc un cardan cassé, c'est dommage, il était neuf. Apparemment un défaut de fabrication. On va le changer à Helsinki et puis on va repartir rattraper le raid directement en 1 ou 2 jours. Pas de problème. Ça c'est possible, pas de pénalité. Des équipages de tout type, aussi bien dans la personnalité des gens. On a eu des gens qui avaient jusqu'à 75 ans à peu près. Papy et Mamie Chirex, Monsieur et Madame Schnaps, qui font raid pour la 4e fois. Un couple, deux femmes âgées de 65-70 ans à peu près, qui sont parties toutes les deux toutes seules. On a aussi des véhicules assez originaux, une vieille traction, un équipage anglais avec un véhicule qui a à peu près le même âge que la traction, une vieille Fiat 500 qui fonçait comme un bolide, qui à côté d'un 4x4 fait vraiment petit jouet. Donc vraiment beaucoup d'équipages originaux avec beaucoup moins de 4x4 à proportion que l'année dernière. On est arrivé sur le raid par goût de voyage, d'aventure et de partir dans le nord. Dans de nouveaux paysages, quoi. Puis le Cap Nord, c'est quand même un rêve, un vieux rêve. Je n'avais pas peur du nombre de kilomètres parce que je savais très bien que sur le raid, on n'était pas seul, on n'était pas isolé. Et puis, ma foi, il faut bien tenter quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour nous, tout se passe bien vraiment. Ouais, hein. Ouais. L'ambiance est bonne, les copains sont super, le paysage est magnifique. La trottinette, elle roule. Elle tient bien. Ah, c'est mamie, ils avaient une pêche d'enfer, c'était incroyable. On a dit des enfants souvent et elles ont d'ailleurs, Jacqueline d'ailleurs, l'une des deux, la plus petite que nous venons de voir, a participé aux différentes épreuves sportives que nous organisons sur le raid. Donc il y a du sport, tel que le rafting qu'on voit ici, et donc là ce n'est pas une véritable compétition. Des gens... on participe si on veut. Voilà, là on participe si on veut, mais là il n'y avait pas de concours, on a fait une petite course avec les différents rafts, mais c'était pas tellement évident de faire une véritable compétition de raft. Donc les gens ont fait ça surtout pour leur plaisir et ont terminé tous à l'eau d'ailleurs à la fin pour profiter de cette bonne eau chaude de Finlande, mais qui n'est en fait pas si chaude que ça. Et là ça se passe donc à Kuusamo. Kuusamo c'est dans le nord-est de la Finlande. C'est une région qui est touristique, mais touristique pour les Finlandais. Les Finlandais viennent souvent ici, partent en forêt, partent en famille. Souvent les enfants tout jeunes sont initiés à la pêche, sont initiés un petit peu à la découverte de la nature. Et ces gens aiment vraiment prendre le temps de vivre dans la nature. Et partout il y a des sentiers, notamment autour de cette rivière, qui traverse un magnifique petit canyon. Donc il y a de petites cabanes, des endroits qui sont aménagés, qui permettent aux gens de s'installer, de passer la nuit, sans avoir à automatiquement planter la tente ou à chercher des abris. Et dans quelques instants, donc, on va voir l'autre épreuve, parce que le Paris Cap Nord, c'est ça aussi. Ce n'est pas uniquement la voiture et la photo, le reportage, c'est aussi des épreuves sportives, donc, telles que le raft que l'on voit sur ces images. Mais on va voir plus loin, donc, notamment l'épreuve de VTT. Donc le VTT, là, c'est véritablement chronométré. Alors, départ en groupe, 6 participants, donc il y avait au minimum un équipage, une personne par équipage qui devait participer. Donc là il y a eu un petit peu de casse parfois d'ailleurs parce que c'est pas toujours évident, le parcours n'est pas si facile que ça. Les gens ne sont pas du tout des professionnels, il n'y en avait que quelques-uns qui étaient des habitués, notamment Evio le Brésilien, et celui qui a gagné, on verra un peu plus loin. Et voilà Jacqueline dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, qui est âgée de 59 ans et qui voulait tout faire. Elle a vraiment tout essayé, tout essayé. Elle a fait le VTT, elle a fait le rafting, elle a fait l'ascension du premier sommet norvégien. On l'a vu partout, à chaque fois. Et là, elle est descendue du vélo parce qu'on lui a demandé. On avait peur qu'elle tombe parce que le vélo était trop grand, mais elle ne voulait pas. Et d'ailleurs, les autres fois, vous avez dû la stopper également en montagne. En montagne, oui, même chose. C'est vrai que ça on le verra plus tard. Donc là, je sais même d'ailleurs qu'elle m'en voulait, de lui avoir demandé d'arrêter parce qu'il faisait vraiment très froid, une tempête de neige. Elle n'était pas tellement bien équipée, donc j'ai eu peur qu'elle ait froid et qu'on soit obligé de dormir dehors au sommet. Donc elle m'en a un petit peu voulu, mais c'est l'occasion pour elle de revenir l'année prochaine et de refaire le sommet. Je pense qu'elle va rigoler si elle m'entend. Enfin, la terminer est prouvé quand même.
Ah oui, un petit peu soufflé. On va la voir, là, on va la suivre quelques instants. On va se rapprocher d'elle. Mais elle a la pêche. Hein. Mais c'est vrai que son métier, donc là, elle est à la retraite maintenant, mais elle était monitrice de ski. Donc c'est une femme qui a fait du sport durant toute sa vie. Et c'est pour cette raison, je crois, qu'elle a une pêche d'enfer, comme je disais tout à l'heure. On vient de faire la course de VTT, 3 minutes de VTT, on vient de se rendre compte que c'est beaucoup plus épuisant que 5000 km en fait 5 ans. Ouais. Moi j'ai regardé la course de VTT et je me suis dit que j'aime mieux faire de la Fiat 500. J'en ai mal au dos, je crois que ça va durer au moins 2 jours. La Fiat 500. C'est vrai qu'on les voit souvent parce que ils font partie des équipages mascottes, comme j'ai dit tout à l'heure, des équipages symboliques hein, du Paris Cap Nord. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de gens sur ce raid. Hein. Il y a des tas de gens, beaucoup d'étudiants qu'on va voir un peu plus tard et qui étaient donc aussi bien dans des voitures telles que des 4x4, aussi des deux choses, on les a vus. Mais beaucoup de jeunes cette année. La moyenne d'âge a vraiment baissé. Et puis c'est un raid, on le voit, qui est vraiment fait pour les amoureux de la nature. Ah oui, ça totalement. On ne peut pas rester insensible en regardant ces images. Hein. Là, ce sont les rennes. Bon, les rennes qui sont pour les gens du Nord, au sud du cercle polaire, qui sont en fait des animaux domestiques, pratiquement domestiques, comme les moutons, comme les vaches chez nous. Hein. Donc c'est de l'élevage. Les rennes sont des animaux d'élevage. Alors que l'élan, par contre, parce que souvent les gens mélangent un petit peu, l'élan qui est beaucoup plus gros, qui est pratiquement aussi gros qu'un cheval, l'élan est un animal sauvage. Lui, c'est différent. Il faut avoir beaucoup de chance pour photographier. Personnellement, il m'a fallu quand même 3 ou 4 raids pour en voir un. Et d'ailleurs, je n'ai encore jamais vu de mâle avec les bois immenses. J'ai vu uniquement des femelles avec leurs petits. Et le but c'est ça, c'est de courir après, de faire des photos. D'ailleurs les gens en général courent très vite après les rennes lorsqu'ils en voient au tout début du raid, les premiers rennes, puis après ils en voient tellement que ça devient une habitude pour eux. C'est la 6e édition de ce raid, vous changez l'itinéraire à chaque fois? On change le parcours, mais on garde quand même les grandes lignes, on garde ce qu'il y a de mieux pour les années suivantes. L'intérêt dans le Paris Cap Nord, c'est la photo d'une part, puisque je fais partie d'un club photo dans ma région en Normandie, et c'est grâce à ça que j'ai découvert le Paris Cap Nord. Et je me suis dit, tiens, pourquoi passer ces vacances dans les pays nordiques et avoir l'occasion de faire des centaines d'images. C'est des pays que je ne connaissais pas du tout. D'habitude, je vais souvent dans le sud, vers le soleil, et là, c'est des pays que je ne connaissais pas uniquement dans les livres. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour ramener pas mal d'images et compléter ma collection. C'est vrai, ça confirme l'esprit du Paris Cap Nord, ça confirme le fait que de plus en plus on a des jeunes comme lui hein, qui font de la photo et qui sont là pour ça, qui sont là pour la photo. Et d'ailleurs certains participants, grâce au Paris Cap Nord, qui l'ont gagné les années précédentes, depuis sont devenus journalistes. Je crois qu'il y a la plupart des gens, donc tous ceux qui ont participé l'année dernière, ceux qui participent cette année, nous ont souvent fait la réflexion en disant, ils s'étonnaient eux-mêmes, ils ne pensaient pas qu'ils pourraient donc partir comme ça, rouler 450 km par jour sur des pistes qui sont parfois quand même assez difficiles, de planter la tente n'importe où, de coucher, de bivouaquer n'importe comment, de manger n'importe quoi, de manger n'importe quoi, de ne pas manger, de ne pas dormir. Et je crois que c'est une bonne expérience pour eux. Ils nous le disent eux-mêmes, ils disent qu'ils ne pensaient pas qu'ils pourraient faire ça. Et, parce qu'au départ, ce ne sont pas des gens qui sont habitués à le faire. C'est bon? Alors on prend des forces pour les étapes de nuit. Ouais, on prend des forces pour les étapes de nuit parce qu'on pense que ça va être vraiment très dur en Fiat 500 et si on peut prouver par là que une Fiat 500 est capable de conduire, de rouler la nuit durant 12 000 km.
Et Prodechim, Fnac, Saga. Et, Voilà. Mais au fait, ils roulent en Fiat 500. Hein. Et ils font partie d'un club Fiat 500, faut pas l'oublier. Du jeu? Ouais, dans le pivot, il faut plus que... Pas plus que d'hab. Donc là, on va voir un des reportages qui a été fait sur Paris-Cap Nord. S'il n'y a pas de solution, vous attendez encore? Non, nous irons en mer. Et que ferez-vous? Eh bien, nous recommencerons à tirer les baleines. Donc là, c'est intéressant de voir ces images parce qu'elles ont été tournées à l'origine en 1991. Elles sont plus anciennes, là, il faut le préciser quand même, parce que à ce moment-là, la chasse à la baleine était encore interdite. Elle était interdite, cependant 2 pays le font quand même, le faisaient quand même, c'était le Japon. La chasse est une très vieille tradition Et la en Russie. Norvège, mais c'est fini maintenant. Ceux qui protègent les baleines font n'importe quoi pour arrêter la chasse. Ils essayent de nous contrer par tous les moyens, quels qu'ils soient. It doesn't matter what. They take every fix in the book. Et donc leur désir, c'était de reprendre cette chasse à la baleine. Donc ils ont contacté le gouvernement, ils l'ont assailli pratiquement, et puis en fait, donc ils ont obtenu en 92 l'autorisation. Et puis chaque année, 16 000 baleines naissent. Si on recommence à les chasser, on en tuerait seulement 1600 par an. Il y aurait donc à chaque fois de plus en plus de baleines. De plus en plus. Je suis pêcheur. Le gouvernement nous interdit de pêcher plus de 20 tonnes de poissons par bateau et par an. Et c'est trop peu. Voilà, donc ils estimaient que c'était trop peu, ils estimaient que la baleine n'était pas en voie de disparition, donc qu'elle ne risquait pas de disparaître totalement. Et malgré donc les directives, la charte de l'ONU, certains pays donc se permettent, lorsque le gouvernement donc décide, comme c'était le cas en Russie, c'était le cas au Japon, l'ONU ne pouvait rien faire contre cette décision, et c'est maintenant le cas en Norvège. Oui, j'irai en prison. Oui, j'irai. Je n'ai pas le choix, car je devrais payer 1 million de francs d'amende pour chaque baleine pêchée illégalement. Alors, mais de toute façon, on n'a rien d'autre à perdre. Hein. Édition du raid Paris-Cap Nord alors qu'il touche au but, ou presque. Vous pouvez passer, repasser. Ah, il n'y avait plus personne. La 2 chevaux, on la voyait pas. C'est ça le plus normal. Je me suis habillé porté par rien. Mais tranquillou, tranquillou. Et alors, c'est tout là, tout ça. Je crois qu'il y a peur. Je l'avais pas vu. Mais je fais trop tard, je l'avais pas vu. Ouais, c'est clair. Elle a freiné dans une descente, elle a bloqué la 4 roues dans une descente, sans aucune raison. Et voilà. Je me fais un détour. Donc finalement, je vais être pompiste. Hein. Voilà, parfois il y a des petites sorties de route, hein, c'est pas bien grave. On a eu juste une voiture qui était un peu plus abîmée que les autres, mais sinon, en général, ça se termine toujours très bien. Et surtout, sans blessure, sans blessé, et ça, c'est le principal pour nous. Une nouvelle panne d'allumage, Rodolphe. C'est cool, c'est la 4e. Je crois quand même un concurrent qui s'est trompé d'essence.
Ça arrive pratiquement chaque année, ouais. Que des gens qui ont une voiture qui a été prêtée ou qu'ils ont loué, donc ils n'ont pas l'habitude, et puis un jour, hop, par inadvertance, ils mettent du diesel à la place du super ou du super à la place du diesel. D'ailleurs, dans le deuxième cas, du super à la place du diesel, ça c'était il y a 2 ans par contre. On a une voiture qui a vraiment roulé très très vite, m'a dit qu'elle avait une pêche extraordinaire, la voiture, pendant quelques kilomètres, puis d'un seul coup, boum, plus rien. Plus rien. Enfin, tant que c'est pas du kérosène, ça va. À nouveau l'équipage d'attraction. Nous sommes pour l'instant au bac et crois-moi, j'aurais réparé avant de rentrer dans le bateau, peut-être en sortant du bateau et j'irai au Cap Nord non tracté. Se tracter, c'est... T'as foulé le boule quand même. Ça serait dommage. Une traction, ça fait pour être tracté. Logiquement, oui. Ah, mais ça s'est bien passé, je crois, les pauvres, hein. C'est arrivé assez souvent. Bon, bah, ça c'est un petit peu le risque, hein. Ils s'en doutaient de toute façon, ils savaient que c'était un risque de partir avec un véhicule comme celui-ci. Mais elle a quand même bien tenu le coup, elle est arrivée à Paris, alors qu'on a eu parfois une 4L, par exemple, qui a eu sans arrêt des problèmes, des déboires, c'était l'année dernière, et qui, le jour de l'arrivée, a cassé 400 km avant Paris, c'est-à-dire que le moteur a explosé, plus rien. Et on l'a tracté, on l'a poussé sur le podium et on a procédé à la vente aux enchères de certaines parties de la voiture. J'ai une portière dans mon bureau là. Une belle portière de 4L. Jusqu'à maintenant, c'était super. Moi, je suis content d'une chose, c'est qu'on avait quand même du beau temps, même si au Cap Nord, c'était pas génial le 12 au soir, hein, il pleuvait quand même un petit peu. Mais par la suite, donc certains sont restés jusqu'au 13 au soir. Donc là, ils ont un super soleil, le vrai soleil de minuit. Et puis jusqu'à maintenant, je crois que c'est comme maintenant. Hein. C'est vrai qu'on a de la chance hein, pour ce 6e Paris Cap Nord, le temps est avec nous. Et il est typiquement scandinave, c'est-à-dire qu'il est très souvent changeant. Donc, comme ils disent en Islande, si le temps est mauvais, attendez 5 minutes, ça va changer. Et c'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt en Islande, mais la Scandinavie en général, on retrouve ça, c'est-à-dire que sans arrêt le temps change. Et donc, bon, s'il fait mauvais temps, on peut espérer que d'ici quelques minutes, il fera un petit peu meilleur. Ça, c'est au moins un avantage. Donc c'est vrai que cette année, c'était ça. C'était un changement constant. Et d'ailleurs, l'arrivée le soir, en fait, n'était pas très très bonne au niveau du temps. On a eu un petit peu froid. Mais ça fait partie du charme. Et sacré convoi en tout cas. Ah, c'est le moment symbolique, hein. C'est le moment que tout le monde attend. Je crois que les images parlent toutes seules. Donc peut-être laisser les gens en profiter tranquillement. Et là, il est exactement minuit. Et c'est l'avantage du mois d'août. Au mois d'août, le soleil, lorsqu'il fait beau, reste toute la nuit orangé, dégradé. Alors qu'au mois de juin, où là on a le vrai soleil de minuit, il est plutôt comme en plein après-midi. Et personnellement, je préfère quand il est comme ça, parce qu'il faut avoir de la chance, effectivement. Mais quand il commence à faire beau temps, là c'est extraordinaire. Vous roulez, vous arrêtez, vous en profitez, avec une très très belle musique. Là, c'est vraiment magnifique. Si vous voulez aller au point le plus au nord de l'Europe, c'est là-bas.
Ici, une tempête en hiver, cela signifie qu'il est difficile de sortir. La mer balance de l'eau salée des centaines de mètres à l'intérieur de l'île. La neige engloutit l'île, il fait vraiment très froid. Avec le vent, c'est comme s'il faisait moins 60. Les enfants ne quittent pas les maisons et les pêcheurs se battent contre la glace qui avale les bateaux. Vous ne pouvez imaginer à quel point l'île est blanche. Alors le Cap Nord, c'est ça, donc cette île. On a des rennes qui traversent parfois jusqu'à 20 km d'eau. C'est depuis très longtemps la tradition voulait que les rennes et les lapons aillent sur l'île de Maguiroyen. Donc l'île de Maguiroyen a un très très beau nom et c'est magique. Et c'est vrai que les gens donc, doivent s'occuper. Donc ils ont une radio, ils ont un journal local alors qu'il y a seulement 4000 habitants. Et puis surtout c'est la pêche. C'est vrai que la vie là-bas c'est la pêche. Et puis le tourisme quand même qui se développe de plus en plus, hein, qui revient à la mode. C'est pas très difficile. On a grandi avec. I'm grown up with it. Mais ils ont quelques problèmes quand même. C'est vrai qu'ils ont des problèmes parce que le poisson disparaît petit à petit. Et les pêcheurs sont obligés de partir de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, afin de trouver le poisson. Mais par contre, il n'y a pas une fuite, comme on pourrait le craindre, une fuite des jeunes. Les jeunes veulent rester là parce qu'ils aiment cette île. Et beaucoup veulent continuer à essayer de développer cette pêche et font tout pour le faire. Le village dans lequel nous nous trouvons est le village de pêcheurs le plus au nord du monde. Il a une nouvelle école, une nouvelle usine et de nouveaux bateaux. Mais il n'y a plus assez de poissons. Alors l'usine est fermée, les gens ont perdu leur boulot et les familles avec des enfants s'en vont. Il y a 10 ans sur cette île, il y avait 16% de gens de plus. L'avenir de cette île dépend du poisson et de la mise en place d'une nouvelle politique de pêche. Heureusement, il reste des jeunes quand même qui font tout pour redévelopper cette pêche. Que penses-tu de ton île? J'aime la nature. Il n'y a pas d'arbres, bien sûr. Mais ici, je peux pêcher en mer ou au bord des lacs. Me balader avec ma famille. Tu es heureux de vivre ici? Oui. On se retrouve avec les participants du 6e raid Paris-Cap Nord. Et voilà, ça c'est le moment symbolique, hein. Tout le monde a envie de grimper sur ce globe, donc notamment Jacqueline, qui n'arrêtera pas de se faire remarquer, hein. Sacrée Jacqueline. Et ensuite c'est le retour, parce qu'on dit Paris-Cap Nord, mais en fait c'est Paris-Cap Nord Paris, parce qu'il faut rentrer à Paris, il faut y penser. Donc le chemin du retour d'ailleurs plus long que le chemin de l'aller, parce qu'on fait un détour par les îles de Foten de Norvège. Donc le retour en lui-même, c'est toute une grande partie du Paris-Cap Nord, avec de nouveaux reportages, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres. Les deux équipages constitués d'une grande famille, celle de la famille Estiaux, ils sont 4 enfants, et ils ont voulu donc essayer de passer la frontière russe. Ils ont été bloqués, bien évidemment, c'est toujours difficile d'aller en Russie jusqu'à aujourd'hui, et ils ont voulu aller plus au sud, passer la frontière ou aller au moins jusqu'au No Man's Land. Donc ils y sont allés avec leur véhicule, ils ont passé des pistes qui étaient vraiment chaotiques, difficiles. Et là, un des enfants donc, de Didier a vu une rivière, et puis il rêvait de trouver de l'or. Donc il est allé voir la rivière, et puis il a appelé son papa très fort en disant « Papa, 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 il y a de l'or ». Son père est venu, effectivement, ils ont trouvé des paillettes d'or. Et comme c'était proche de la frontière, a priori, peu de gens pensent y aller, alors qu'il y a beaucoup de chercheurs d'or dans cette partie de la Finlande. Benoît, qui a aujourd'hui 10-11 ans, a prévu de revenir dans 10 ans pour exploiter son super filon. L'or, ça fait rêver. Il existe donc beaucoup de chercheurs d'or en Finlande, c'est vrai. Des gens passionnés, soit de vrais ermites qui restent, donc cloisonnés, qui restent dans leur coin, qui ne veulent surtout pas être dérangés, hein, qui n'aiment pas trop être filmés d'ailleurs. Et puis d'autres qui font ça par passion et qui viennent uniquement, pas uniquement, ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 mois quand même par an, et qui viennent soit seuls, soit en famille. Et donc on trouve encore de l'or. On trouve de l'or, et cette histoire, donc, je racontais tout à l'heure sur cet enfant, il a effectivement trouvé de l'or dans un endroit
qui a priori donc n'est pas du tout connu parce que c'est près de la frontière russe, c'était pratiquement dans une zone qui est interdite d'accès. Donc ils y sont allés tous les enfants, toute la famille. Là on a envie de faire des photos dans le haut du pont, donc on va installer une corde et puis ensuite on descendra et on prendra une photo aérienne quoi. Voilà, il y en a qui s'amusent. C'est pas inquiétant, on a le temps de faire des choses de ce genre. Ça c'est bien, c'est bien que des participants prennent le temps de tester leur sport. Hein. Voilà, c'est peut-être pas vraiment un sport pour lui de s'amuser à descendre des ponts, mais en tout cas c'est un plaisir, j'ai l'impression. Puis la nuit, elle se passe soit dans la voiture, pour ceux qui ont la flemme de planter la tente, et ceux qui recherchent un petit peu peuvent trouver par moment des petites cabanes comme ça. C'est bien sympa, mais il y a beaucoup de moustiques par contre. Le réveil est parfois difficile même. Bonjour. Oh, qui sont mignons. Coucou les enfants. Donc parfois tous les équipages se retrouvent. Pas bien dormi. Mais on leur laisse quand même la possibilité de, un soir sur deux à peu près, de partir bivouaquer, planter la tente tout seul dans leur coin et surtout donc de prendre le temps de faire leur reportage et de rester, même s'ils le veulent, 1, voire 2, voire 3 jours peut-être, à un endroit pour travailler leur sujet. À condition bien sûr de nous prévenir. Éviter qu'on s'inquiète trop au point de contrôle. Donc autre étape importante sur le raid Paris-Cap-Nord, c'est aussi l'ascension donc du Galdhøpiggen, qui est le premier sommet norvégien puisqu'il culmine à 2467 mètres. Donc c'est pas énorme, mais en fait par rapport à la latitude donc de cette partie de la Norvège, c'est quand même assez élevé. Ça correspondrait à un sommet de 3000-4005 en France, donc très enneigé. Et en plus, nous avons eu dès le départ de la neige parce qu'il avait neigé la veille et la température était quand même descendue parfois à -5, -6. Ça se rapprochait de plus en plus de -10. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais demandé à Jacqueline, la participante de 59 ans, de redescendre, parce que c'est un petit peu difficile quand même. Voilà, parce que c'est facultatif, de toute façon, on n'est pas forcé de le faire là. Exactement, voilà, c'est quelque chose qui se fait pour ceux qui le désirent. Hein. Là, il n'y a même pas obligation d'avoir une personne par équipage comme le VTT. Donc les gens peuvent y aller s'ils le désirent. Et par contre, ils ont un bonus. Ceux qui arrivent au sommet ont un bonus au niveau de la totalité des points de contrôle. On leur ajoute quelques points parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Hein. La montée dure à peu près 3h30, 4h, 4h30, 5h, 6, 7h pour ceux qui sont arrivés derniers. Et alors là, un paysage extraordinaire. Le matin, lorsque nous sommes levés, on avait droit à ce soleil. C'était superbe. Et alors la descente. Alors la descente, parfois quelques-uns pensent à monter des skis au sommet, c'est pas toutes les années hein, parce que c'est quand même assez lourd. Et sinon, il y a une méthode, alors là je ne vais pas vous la dévoiler avant de la voir apparaître sur les images, c'est une méthode qui est pratique, qui ne coûte pas très cher, qui est très amusante. C'est pas celle-là, c'est pas en laissant voler la tente. Ça, non. non, c'est vrai que ça peut être une solution de faire du détapane avec une tente. Mais vous allez voir, c'est parfois un petit peu difficile. Hein. Mal aux fesses surtout. Et alors en bas, les gens se reposent, veulent faire du sauna, ils sont un petit peu fatigués. Exténué, crevé, sur les genoux, j'en peux plus, je suis mort. C'est promis, je ne le ferai plus. Autre étape vraiment très importante, c'est Lillehammer, parce que j'imagine que ça, vous êtes bien au courant hein, par rapport à votre métier, c'est que les Jeux Olympiques donc, de 94, les Jeux Olympiques d'hiver, ont se déroulé donc à Lillehammer, en Norvège. Et donc on a été accueillis par le premier adjoint au maire, donc une réception avec un petit défilé dans les rues de Lillehammer.
Et on va voir donc quelques images sur Lillehammer, sur la ville olympique avec les préparatifs qui vont être mixés de quelques images d'anciens Jeux olympiques. Et on a pu se rendre compte que Lillehammer est vraiment prêt pour ces Jeux olympiques 94. Le fait qu'ils soient prêts vraiment en avance, ça correspond à l'esprit des gens du Nord. C'est vrai qu'ils sont toujours bien organisés, toujours prêts, et beaucoup plus en avant que nous. Ils sont vraiment prêts avant nous. Et par contre, c'est vrai que quand il y a nous les Français, bon, Albertville c'était prévu dernière minute, pas préparé, il y avait certaines choses qui étaient un petit peu à la bourre, hein, bon, on va pas se cacher, je crois. Mais par contre, quand il y a des problèmes inattendus, je crois que les Norvégiens aiment moins ça, donc s'y attendent moins. La baignade ensuite, alors là c'était de l'eau à 10 degrés et il n'y a que les courageux qui sont allés. Ah, ça c'est un moment aussi qui est assez fort. Hein. Alors ce sont les îles Lofoten, donc c'est une partie magnifique, on peut même faire du ski d'ailleurs, hein, vous allez voir. C'est pas vraiment du ski nautique, c'est du ski sur sable. Lui c'est Eddie Mitchum, son surnom, d'ailleurs il a gagné l'épreuve de ski. C'est normal puisque c'est son métier. Eh oui, c'est un moniteur. Tous les véhicules vont aller jusqu'au bout? Pas tout à fait. On a la voiture des Belges qui malheureusement donc, a eu une petite sortie de route, un petit accident. Et en fait, donc, ils ont quand même eu de la chance. Ils ont pu aller jusqu'au Cap Nord. Mais après, arrivé au Cap Nord, le véhicule tremblait tellement qu'ils ont préféré le faire rapatrier en France. Et puis une deuxième voiture qui, elle, a malheureusement été complètement allumée, ne pouvait pas continuer. C'était après le Cap Nord. Ils ont été repris, la voiture est restée sur place et les participants ont été repris avec d'autres équipages, ils ont été accueillis, donc ça correspond encore à l'esprit du Paris Cap Nord. Et puis là c'est l'arrivée donc à Paris. Voilà, donc c'était le 30 août, donc tous les équipages se sont retrouvés à Paris et donc ce n'était pas fini, l'aventure n'était pas finie puisqu'il fallait après ça donc choisir les photos, choisir les reportages. Donc les participants sont d'ailleurs actuellement en train de le faire, ils sont en train de plancher, de rédiger leur sujet et on aura donc d'ici quelques jours la remise des prix donc avec des journalistes professionnels qui vont être chargés de juger les photos, d'attribuer des notes. On fera une moyenne avec les points de contrôle, avec les reportages, de manière à connaître quel sera le vainqueur au classement général du 6e Paris Cap Nord. Par contre, on connaît déjà les vainqueurs du concours hebdomadaire. Donc, grâce au journal Léon du Cap Nord, on a pu avoir donc ce concours hebdomadaire avec les meilleures photos. Et l'année prochaine, je crois que le classement général sera connu le jour de l'arrivée. Ah, Philippe Boucher, si on veut participer pour l'an prochain, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors pour nous contacter, c'est simple, il suffit de nous appeler à Lyon, à notre bureau, donc c'est au 72 33 32 88. Donc 72 33 32 88, on peut nous appeler. Et donc là, on vous enverra ensuite des informations qui vous permettront effectivement de peut-être, à votre tour, vivre cette aventure qui est ouverte à tout le monde, sachant qu'en plus l'inscription n'est pas chère puisque c'est 2500 francs par équipage. Donc sachant que les budgets sont à peu près de 15 000 francs. Philippe, merci d'être venu commenter avec nous ce programme sur Eurosport. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.